Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Héloïse Cercueil, je viens de Lyon et on m'a demandé de vous présenter les nouvelles règles de jeûne périopératoire en anesthésie pédiatrique, qui en pratique consiste à détailler cet article qui est paru l'année dernière, qui sont les nouvelles recommandations de l'European Society of Anesthesiology and Intensive Care, les premières recommandations spécifiques à la pédiatrie pour le jeûne périopératoire. Auquel Lyon a participé pour la partie notamment échographie gastrique pour notre expertise là-dessus. Alors pourquoi elles ont vu le jour, ces recommandations ? Depuis les travaux de Mendelssohn, on sait que l'inhalation participe à la morbimortalité anesthésique, et puis c'est ce qu'ont confirmé les différentes études de morbimortalité de la SFAR et de l'INSERM de façon conjointe. Donc on a mis en place des mesures pour essayer de limiter cette morbimortalité en mettant en place un jeûne préopératoire et pendant longtemps le fameux Nil-Péros, rien après minuit, en postulant que l'inhalation était en lien avec un estomac plein et que plus le jeûne préopératoire serait long, plus l'estomac aurait de chances d'être vide, moins de serait le risque d'inhalation et donc moins de serait la morbimortalité péropératoire. Alors que ces postulats, maintenant, on sait qu'ils peuvent être mis en question. Et puis petit à petit, on a mis à mettre dans la balance ce risque d'inhalation avec le risque du jeûne prolongé. Et du coup, en 99 pour les recommandations américaines et 2011 pour les recommandations européennes, ont vu le jour les fameuses recommandations qu'on connaît tous, les règles des 6-4-2, à savoir 6 heures pour les solides et les laits infantiles, 4 heures pour le lait maternel et 2 heures pour les liquides clairs. Ces recommandations, elles sont des recommandations mixtes adultes et pédiatriques. Or, on ne le répétera jamais assez, l'enfant n'est pas un petit adulte, et même en l'occurrence, peut-être que l'adulte pourrait être un grand enfant, puisque on est finalement à peu près précurseur sur ces recommandations pour une fois. L'alimentation, la réhabilitation, le confort, c'est des préoccupations qui historiquement sont quand même centrales, particulièrement en pédiatrie, même si elles devraient l'être chez l'adulte. Et puis on va le voir, l'incidence de l'inhalation et les conséquences de l'inhalation ne sont pas les mêmes chez l'enfant que chez l'adulte, donc ça vaut le coup de faire des recommandations un petit peu plus spécifiques. Les types d'alimentation sont très spécifiques, même si on en parle dans les recommandations adultes, on a quand même tout ce qui est lait maternel, lait artificiel, etc., qui est spécifique à la pédiatrie. Et la tolérance au jeûne pourrait être un petit peu modifiée aussi chez l'enfant. Le risque d'inhalation en pédiatrie, c'est quoi ? Une incidence autour de 0,05 à 0,2%. C'est très difficile d'avoir des incidences parce que la définition de l'inhalation est complexe. C'est à peu près l'incidence qu'on retrouve chez l'adulte, c'est à peu près l'incidence qu'on retrouve chez l'adulte. Dans Apricot, étude qu'on ne présente plus à la DARPEF, mais dernière grosse étude de morbidité, surtout en anesthésie pédiatrique, avec 260 centres, plus de 30 000 anesthésies, il y a 30 inhalations. Plus de la moitié n'ont pas de conséquences. La grosse haute moitié ont des conséquences mineures, donc un petit peu plus d'oxygène pendant l'intervention, des bronchodilatateurs. Il y en a 2 qui ont des antibiotiques, dont un qui a une pneumopathie avérée, et aucune conséquence qui sort de la salle de réveil, aucune conséquence au long terme. Une deuxième étude en 2013, les Anglais sont assez spécialistes pour ça, mais pendant 1 an, donc ils recueillent toutes les inhalations et ils essayent de regarder ce qui se passe. Donc ils en ont 24 pour à peu près 120 000 anesthésies évaluées, donc ça fait 2 pour 10 000. La plupart n'ont pas d'incidence. Donc un tiers à peu près. Un tiers ont des incidences modérées, donc ceux dont je vous ai parlé, un peu plus d'oxygène, des bronchodilatateurs, des choses comme ça. Et puis, on a 5 patients qui sont sévères, dont 3 qui étaient des ASA 3 et 2 des ASA 2. Il n'y a aucune conséquence à plus de 10 jours. Enfin, il y en a un qui fait un SDRA et les autres, aucune conséquence à plus de 48 heures. Et enfin, le registre POCA, qui est le registre américain de recueil des arrêts cardio-respiratoires. Il y en a 2 qui sont dus à des inhalations, aucun décès, aucune conséquence au long cours. De façon générale, aucun décès d'enfants n'a été pour l'instant décrit dans la littérature dû à une inhalation sur de la chirurgie réglée. En parallèle, le risque du jeûne prolongé, c'est quoi ? Il y a tout ce qui est soif, inconfort, anxiété. Et puis maintenant qu'on a augmenté en termes de sécurité, il y a des choses sur lesquelles on se penche un peu plus, et entre autres en pédiatrie tous les troubles neuropsychiques au long cours.
Les parents peuvent aussi être impactés par le jeûne prolongé. On sait que c'est aussi une préoccupation pour eux qui est importante. En consultation, des fois, ils sont plus inquiets par le jeûne que par la chirurgie en elle-même. Et puis, tout ce qui est hypotension à l'induction, avec, on va le voir plus tard, des hypotensions qui ont été avérées chez l'enfant pour des durées de jeûne de plus de 8 heures, mais on y arrive vite. Un patient qui a mangé à 20 heures, s'il ne mange rien jusqu'à 8 heures du matin, on est à plus de 8 heures. Les difficultés d'abord vasculaires sur une population qui est à risque souvent de difficultés d'abord vasculaires. Les risques d'hypoglycémie et de cétose qui sont un petit peu plus à nuancer dans le sens où c'est plutôt les patients fragiles sous nutrition entérale continue ou sur des patients vraiment tout petits. Et puis toutes les données qu'on retrouve aussi chez l'adulte et qui, comme chez l'adulte, sont soumises à différentes, sont pas forcément toujours retrouvées dans la littérature et qui ont peu de niveau de preuve pour l'instant. Donc la réduction de la douleur post-opératoire, les nausées-vomissements post-opératoires, l'impact sur la récupération digestive post-opératoire, l'insulinorésistance, la modulation de la réponse inflammatoire et l'impact sur la trophicité musculaire. Du coup, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de papiers qui sortent dans la littérature pédiatrique, initiés par les pays du Nord, donc beaucoup la Suède, certains centralement, qui sont pro-régimes libéraux sur le fait de diminuer ces durées de jeûne. Suite à ça, donc, ces nouvelles recommandations de jeûne, la première, elle donne le ton. Le temps de jeûne prolongé doit autant que possible chez l'enfant être évité, et ça chez tous les enfants. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça pourrait baisser l'accumulation de corps cétonique, ça pourrait éviter la baisse de la pression artérielle systémique, des données pas suffisantes dans la littérature sur la réduction de la faim, de la soif ou de l'inconfort. Mais surtout, on sait que réduire la durée de jeûne à moins de 2 heures impacte de façon positive la réduction effective de la durée de jeûne. Donc, il est recommandé, c'est un accord fort, d'encourager, il y a bien une notion d'encouragement, de boire des liquides clairs jusqu'à 1 heure avant l'induction, et c'est bien avant l'induction et pas à l'arrivée à l'hôpital. Ces données, elles ne sont pas nouvelles. Déjà depuis 2018, il y avait eu un consensus d'experts qui était européen, qui était paru et qui avait été ratifié par la DARPEF, pour lequel il était il était proposé de donner des liquides clairs jusqu'à 3 ml/kg, jusqu'à 1 heure avant l'anesthésie. Les 2 heures de durée de jeûne, dans la réalité, ça correspond à peu près à des durées effectives entre 6 et 13 heures. La première étude, on a 10 000 patients, il y avait plus de 10% des patients qui avaient des durées de jeûne de plus de 12 heures, donc c'est assez énorme. Pourquoi ? Parce que ce soit les soignants ou les parents, on a une crainte d'annulation, il faut le dire, et une visibilité qui peut être plus compliquée pour pouvoir laisser boire l'enfant, et donc on a tendance à faire un choix conservatif. Passer de 2 heures à 1 heure, c'est quand même plus facile de pouvoir anticiper notre programme opératoire et d'appeler dans le service pour dire vous pouvez faire boire l'enfant ou ne le faites pas boire. Ce qui a vraiment montré son efficacité, c'est non seulement de passer de 2 heures à 1 heure de durée de jeûne de consigne de durée de jeûne sur les liquides clairs, mais aussi de faire des programmes actifs de communication, donc en parler en consultation, remettre une information écrite aux parents, appeler par l'infirmière 2 jours avant, envoyer des SMS le matin, etc. Et puis montrer les bénéfices aux parents. Globalement, savoir si c'est sécure, en vrai, on n'a pas d'études suffisamment puissantes. Ce qu'on sait, c'est que ces régimes libéraux, ils sont déjà implémentés en Allemagne, en Suède, en Hollande depuis longtemps, avec même dans certains pays l'autorisation de liquide clair jusqu'à aller au bloc opératoire, et qu'a priori, on n'a pas d'augmentation de l'inhalation. En sachant que ces 2 études, c'est 10 000 patients, on a dit que c'était à peu près 2 pour 10 000, donc on est pour l'instant sur des études qui sont trop faibles pour pouvoir montrer de toute façon des différences. Elles sont supportées aussi, ces études, par les études de vidange gastrique, que ce soit par échographie gastrique, par endoscopie ou par marqueur des aliments. Et récemment, donc, il y a une étude qui est en cours, initiée par la Suède, qui est Eurofast, auquel vous participez peut-être, qui essaye d'être une étude d'ampleur prospective, observationnelle, et qui va essayer de recueillir le nombre d'inhalations par rapport aux durées de jeûne.
En ce qui concerne les laits, donc l'allaitement maternel doit être encouragé jusqu'à 3 heures avant l'induction anesthésique. On est aussi sur un consensus fort et on a aussi une notion d'encouragement. Le lait maternel, quand il est enrichi, doit aussi être encouragé jusqu'à 3 heures avant l'induction. Pour les nourrissons, alors c'est les infants dans la littérature, donc je considère que c'est les premiers âges et le deuxième âge. Les laits artificiels ou non humains devraient être encouragés jusqu'à 4 heures avant une induction anesthésique. Et enfin, pour les laits, il y a les liquides non clairs pour être autorisés jusqu'à 4 heures avant une induction anesthésique, on en parlera après. Donc on passe d'une règle de 6-4-2 à une règle un peu plus complexe, à 6-4-3-1, avec 6 heures pour les solides, 4 heures pour les laits infantiles artificiels, 3 heures pour le lait maternel et 1 heure pour les liquides clairs. Pour le lait maternel enrichi, globalement, il y avait un accord plutôt fort. On a beaucoup d'études avec un bénéfice qui est important pour les moins de 6 mois, qui ne peuvent pas forcément avoir de liquide clair, et qui sont les populations les plus à risque d'hypotension, de difficultés d'abord veineux, etc. Pour le lait artificiel, donc ça peut, je vous disais, ça peut être premier âge, deuxième âge, etc. Que ce soit le lait maternel ou le lait artificiel, en vrai, donc, ça a été étudié que chez le nouveau-né. Ça a été énormément étudié, il y a beaucoup d'études, surtout par les néonates. Globalement, sur le lait artificiel, c'est plutôt une suggestion, donc c'est un peu moins fort que le lait maternel. Et l'accord du groupe était un peu moins fort. Là aussi, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les moins de 6 mois, pour les patients qui n'ont pas accès au liquide clair. Peut-être qu'à 1 an et demi, s'il n'a pas son lait du matin, c'est pas très grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude sur les laits, on a beaucoup d'études, mais on a des cohortes qui sont bien moins grandes que pour les liquides clairs. Les liquides clairs, on est sur des dizaines de milliers de patients. Là, on est sur des dizaines de patients. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes niveaux de preuve. Et puis, la grosse difficulté, et surtout en France, c'est la variabilité des formules. On a des laits enrichis, on a des laits épaissis, on a des taux de lactosérum versus caséine qui sont modifiés en fonction des laits et qui vont impacter la digestion. Donc, ça va être une notion de bénéfice-risque. Et je pense que le bénéfice, il y est surtout pour les tout petits, peut-être moins sur les grands. En ce qui concerne les solides, la nourriture solide devrait être autorisée jusqu'à 6 heures avant une induction. On passe maintenant sur une notion d'autorisation et pas forcément d'encouragement. Un petit déjeuner solide ou des liquides non clairs pourraient être autorisés jusqu'à 4 heures. Alors ça, pour le coup, il y a eu un vrai désaccord dans le groupe. Ce qu'on sait, c'est que c'est implémenté déjà dans plusieurs pays, donc la Suède, la Norvège, l'Allemagne, avec a priori pas d'augmentation de l'incidence de l'inhalation, mais pareil, des études très faibles. Ces pays, ils ont mis en place des études de vidange gastrique sur des petits déjeuners très sélectionnés et donc en gros céréales plus lait ou biscottes avec un peu de confiture. Et ils ont montré sous IRM et sous échographie qu'on avait une vidange gastrique qui pouvait correspondre à moins de 4 heures et qui pouvait être intéressante, mais c'est des petits effectifs, on est à 20 patients. Par ailleurs, la définition du repas léger, elle est difficile. Il y a des grosses différences entre les familles en termes de quantité, en termes de qualité alimentaire. L'inhalation de solide, elle n'a pas la même conséquence que l'inhalation liquide, avec le risque d'obstruction directe et d'inflammation de la muqueuse. Et puis, les bénéfices sont relativement peu clairs si par ailleurs on encourage les liquides clairs. Sans doute que juste encourager les liquides clairs, on a quand même une baisse de la soif, de la déshydratation, du risque de baisse de la tension, de la cétose, etc. Pour l'instant, on a quand même plutôt peu d'études avec une puissance qui n'est pas suffisante pour pouvoir autoriser ça. Donc, ce qui a été dit à la suite de la réunion pour essayer de se mettre d'accord, c'est que les institutions qui le font déjà sont autorisées à le faire, mais doivent définir exactement ce qui est pour eux un petit déjeuner léger. Que dans l'idéal, il faudrait faire des études pour évaluer l'innocuité de faire ça. Et puis, on rappelait aussi que certains repas à 6 heures, c'est pas suffisant en fait. Des repas très gras, très volumineux. Les patients, rien que sur la qualité alimentaire, peuvent ne pas être à jeun après 6 heures. On a essayé de donner des recommandations également sur certaines pathologies sur lesquelles historiquement on ne savait pas trop quoi faire. Donc ce qui a été déterminé, c'est que le reflux gastro-œsophagien, le prématuré, la dyspepsie fonctionnelle, la pathologie cardiaque congénitale percée, l'obésité, l'atrésie de l'œsophage sans rétrécissement et le diabète de type 1
ne devait pas avoir de consigne de jeûne différente de l'enfant tout venant sain. Relativement peu de niveau de preuve aussi, mais voilà, c'est des propositions. Pas suffisamment de données pour parler de l'impact des médicaments ou des facteurs environnementaux. Le chewing-gum, on l'avait déjà dit dans les ans en 2011, mais ça n'augmente pas suffisamment le contenu de l'estomac pour pouvoir faire reporter une chirurgie. Mais il faut bien sûr jeter le chewing-gum avant l'induction anesthésique. En ce qui concerne la nutrition entérale, on reste sur des durées de jeûne qui sont correspondantes à la qualité alimentaire avec laquelle la qualité alimentaire du produit. Donc en gros, du lait maternel, ça sera 3 heures, du lait artificiel, 4 heures. Et la nutrition entérale, on ne sait pas. Alors, l'échographie gastrique, elle apparaît aussi dans ces recommandations. C'est la première fois que l'échographie gastrique apparaît dans des recommandations, que ce soit adultes et enfants, comme outil d'aide à la prise en charge. En pédiatrie, on a un certain nombre d'études qui sont résumées dans cette revue de la littérature qui est parue l'année dernière. Donc on en a, rien qu'en pédiatrie, il y a 66 études sur l'échographie gastrique et donc 47 sur la vidange gastrique. Donc ce qui est dit dans les recommandations, c'est que l'évaluation du contenu du volume gastrique peut être utilisée dans une chirurgie réglée quand le jeûne n'a pas été respecté ou pour la chirurgie urgente comme outil d'aide. Une étude qui est parue il y a un petit moment maintenant, en 2018, où des patients qui venaient pour des urgences, donc fractures, appendicectomie, etc., avaient une évaluation clinique par l'anesthésiste qui proposait sa méthode d'induction. Et puis après induction, on recueillait le liquide gastrique avec une sonde gastrique. Et puis, avant induction, il y avait un autre anesthésiste qui venait faire une échographie gastrique et qui proposait, lui, sa propre technique d'induction. Et on comparait les techniques d'induction des uns et des autres, et on passe de 49% d'induction adaptée à ce qu'on a recueilli dans l'estomac à plus de 80%. Les systèmes de score qualitatifs sont préférés au calcul de volume gastrique. Un examinateur entraîné peut utiliser l'interprétation qualitative de l'image échographique pour différencier solide et liquide et grand volume des petits. En gros, le score qualitatif est à prioriser. Donc, pour rappel, l'échographie gastrique, on met le patient en décubitus dorsal. Alors là, il n'est pas en proclive, mais théoriquement, il faut mettre le patient en proclive à 30-45 degrés. On le met en dorsal, on le met en décubitus latéral droit et on regarde ce qu'il a dans l'estomac. On peut avoir un contenu vide, un contenu solide ou un contenu liquide. Et les scores qualitatifs, de façon assez évidente, pour ceux qui sont venus à l'atelier d'échographie ce matin. Et grâce à ça, on va pouvoir mettre en place des scores qualitatifs, lesquels doivent être préférés au calcul du volume gastrique, qui est un peu plus compliqué. Le calcul de l'aspect quantitatif, ça va se faire par l'aire de section entrale, qui est une alternative à l'utilisation, et qui, dans l'idéal, doit se faire en décubitus latéral droit quand on peut. Maintenant, chez l'adulte, on a des algorithmes qui ont une puissance suffisante pour détecter des estomacs à risque en décubitus dorsal proclive. Une fois qu'on a fait la mesure de la section d'aire entrale, on peut appliquer 2 formules qui existent dans la littérature pour associer cette aire de section entrale à un volume. Et puis ensuite, en fonction de ce volume, on interprète si notre patient, on considère qu'il est en estomac à risque ou bas risque. L'échographie gastrique, on a dit, il y a quand même suffisamment de preuves dans la littérature maintenant. Il y a encore quand même des inconnus. Ce volume à risque, on ne le connaît pas. Donc une fois qu'on a notre volume, on est bien content, mais en vrai, le volume à risque, on ne sait pas, est-ce qu'il est à 0,8 ml/kg, est-ce qu'il est à 1 ml/kg, est-ce qu'il est à 1,5 ml/kg. Les seules données qui ont été faites, c'était avec une inhalation directe dans la trachée, et donc on n'a pas de volume à risque pour l'instant. Est-ce que augmenter le volume gastrique va augmenter le risque d'inhalation ? Pour l'instant, il n'y a aucune preuve dans la littérature pour ça. Est-ce que l'échographie va baisser la fréquence des inhalations ou baisser les complications liées à l'induction en séquence rapide ? Pas de données sur ça non plus dans la littérature. Et puis la place exacte de l'échographie dans la stratégie, elle reste à être vraiment définie. Donc ce sont des recommandations préopératoires, mais en vrai on parle un petit peu du post-opératoire, sauf contre-indication, un apport liquidien post-opératoire précoce et libéral devrait être encouragé. Ça c'est
Enfin, ça va dans le sens des nouvelles recommandations aussi de la SNIC sur le fait de reprendre le PEROS le plus rapidement possible. Et chaque fois qu'un abord PEROS est possible, toujours le privilégier par rapport à la voie intraveineuse. Voilà, je pense que... donc, suite à ces recommandations, il reste des questions qui sont non résolues. Je travaille en réanimation en ce moment. La nutrition entérale, on a du mal à savoir. Est-ce que c'est 4 heures? Est-ce que c'est 6 heures? Il y a tellement de différences dans les solutés de nutrition qu'on a du mal à savoir. La nutrition entérale continue, pareil. On fait des échographies en réanimation pédiatrique. Globalement, la rapidité d'administration n'est pas la même que prendre un bolus de lait à un moment donné. Donc sans doute que la vidange gastrique ne va pas se faire pareil. La grosse difficulté qu'on a, notamment en France, c'est la variabilité des formules, puisqu'on parle de lait enrichi, on parle de lait épaissi, mais il y a aussi toute la différence, je vous disais, entre le rapport caséine et lactosérum. La caséine est très longue à digérer, contrairement au lactosérum, et donc ce pourcentage de caséine, il impacte la vidange gastrique. Pour l'instant, toujours aucune recommandation sur la nutrition post-pylorique préopératoire, à savoir combien de temps de jeûne, enfin à ma connaissance, combien de temps on peut laisser le patient à jeun avant de le prendre au bloc opératoire. Est-ce que ça peut être une stratégie pour les patients qui sont pris au bloc opératoire souvent? La place réelle de l'échographie gastrique, elle reste à être déterminée, que ce soit en pédiatrie ou chez l'adulte. Et puis la balance bénéfice-risque, on l'a vu, nos recommandations, elles essayent toujours de prendre en compte cette balance bénéfice-risque, mais pour l'instant, l'aspect sécuritaire n'est pas complètement déterminé. Au final, ces recommandations, donc on passe d'une règle de 6-4-2 à une règle de 6-4-3-1, 6 heures pour les solides, 6 heures pour les solides, 4 heures pour les laits infantiles, 3 heures pour le lait maternel, 1 heure pour les liquides clairs. On essaye d'encourager au maximum les patients à boire, à diminuer le jeûne, qui sont en préopératoire ou en post-opératoire. L'échographie gastrique est un outil intéressant pour la prise en charge du patient pour évaluer la vacuité gastrique sur des règles de jeûne qui n'ont pas bien été respectées ou sur de l'urgence. Et voilà. Merci beaucoup, Élodie, pour ce